Bonjour, moi c'est Catherine, je suis cofondatrice de Woodstock et compagnie. Et moi, c'est Juliette, je suis créatrice de contenu chez Drew et co-animatrice du podcast. Bienvenue à Ensemble autour de la table. On voulait vraiment créer ce podcast-là pour échanger et ouvrir les discussions sur l'art de recevoir et sur l'art de vivre de façon responsable. Dans ce podcast, on va toucher des sujets comme la décoration, l'aménagement, la cuisine, l'art de recevoir bien sûr, mais aussi des sujets comme l'importance de consommer local et aussi notre impact environnemental. On va recevoir épisode après épisode divers invités qui vont venir échanger avec nous sur leurs expériences et partager avec vous leurs connaissances. Pour notre premier épisode, on trouvait ça pertinent de vous introduire à Woodstock et compagnie, à sa mission, ses valeurs, sa raison d'être, aussi ses fondateurs, en répondant à des questions qu'on poserait à nos invités. Donc, pour commencer, Catherine, c'est quoi un peu pour toi l'art de recevoir? L'art de recevoir, c'est tellement général, mais en même temps, c'est tellement beau comme concept. Mm-hmm. Puis c'est une belle question à poser parce que c'est vraiment notre passion à Philippe et à moi pour les réceptions, l'art de recevoir, les soupers entre amis qui nous a poussé à démarrer l'entreprise. On en reparlera plus tard probablement. Mais je dirais que l'art de recevoir, pour moi, c'est... Je pense que quand on y pense un peu théoriquement, ça pourrait être un ensemble de règles, comme placer ton couteau, ta fourchette, etc. Mais pour moi, c'est vraiment l'attention qu'on porte quand on reçoit des gens pour faire en sorte que les gens se sentent bien et qu'ils repartent de la maison avec une expérience mémorables, qui ont passé des moments agréables à table. Non seulement la nourriture était bonne, la musique était bonne, ça sentait bon dans la maison, l'accord mets et vin était agréable, les conversations qu'on a eues étaient le fun, est-ce qu'on a joué à des jeux, c'est toutes ces petites attentions-là qui font que les gens passent un bon moment puis que ça rentre dans nos mémoires. C'est un peu ça, c'est tout l'ensemble des petites attentions, des petites attentions aux détails qu'on porte qui font en sorte que les personnes qu'on invite à la maison gardent de bons souvenirs de ces moments-là. Je pense que pour moi, c'est ça. C'est très bien dit, c'est vraiment beau. Est-ce que c'est quelque chose que les deux, vous aviez comme valeur comme séparément avant de vous rencontrer, ou c'est quelque chose que vous avez nourri ensemble en vous rencontrant? Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a nourri ensemble. C'est vraiment quelque chose qui a été créé ensemble, vraiment. Ouais. Cool. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, on travaillait les deux dans la restauration. Ben, peut-être aussi que, tu sais, l'art de recevoir vient aussi du fait d'avoir travaillé les deux en restauration. On travaillait dans un restaurant, j'étais serveuse, Phil travaillait au bar. Puis on a commencé à se voir dans notre ancien milieu de travail. C'est quand même drôle à dire, mais on a toujours travaillé ensemble dès nos débuts. Pour nous, de partir une entreprise, c'était comme une suite logique de notre relation. C'était pas trop déstabilisant. On savait déjà un peu à qui on avait affaire dans un cadre professionnel, ce qui est pas toujours le cas quand tu connais pas nécessairement ton conjoint dans un cadre de travail. Mais oui, c'est ça. On travaillait ensemble dans la restauration, puis ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Cool. Puis c'est quand vous avez décidé de vous lancer en affaires ensemble puis de partir sur ce projet-là? Mais en fait, c'est drôle parce que ça faisait vraiment pas longtemps qu'on sortait ensemble. Okay. Moi, je venais de finir mes études. J'avais fait mes études en marketing, puis Phil avait vraiment la fibre entrepreneuriale. Il savait qu'il voulait se lancer à son compte, il savait pas nécessairement quoi. Il travaillait le bois, il travaillait dans la construction, il était très habile de ses mains. Tu sais, il avait un certain talent en design. Puis il cherchait un peu c'était quoi son projet. Tu sais, il était mûr à l'idée de se lancer à son compte, mais fallait juste qu'il trouve quoi. Fait que je me plaisais à l'accompagner dans sa démarche. Tu sais, on allait prendre des cafés, on jasait, puis à un moment donné, ben, nos discussions, comme ça tournait toujours autour du bois. OK. C'était le bois. Il avait déjà construit des chalets de bois ronds. Cool. Il faisait des meubles à temps partiel, des meubles qu'il vendait sur Kijiji. Il faisait des trucs sur mesure. Dans le temps, c'était un peu la mode des grosses pièces de bois avec des tuyaux de métal un peu industriels. Il faisait des meubles comme ça. Puis c'est ça. Fait que c'est comme si toute sa vie, ça tournait autour du bois.
Comme année, on a eu une piste. Puis c'est un peu de cette façon-là que ça a parti. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, à peu près. OK. Ouais. Ça... Ça a pas niaisé. C'est une bonne façon de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Oui, c'est ça. Ça passe, ça casse. Là. C'est pas juste un voyage dans le sud. Là. On s'embarque pour vrai, là. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, l'idée a mûri. Un année, 3 mois plus tard, Phil m'a dit « Bon, ben je sais qu'est-ce que je veux faire. Mon idée est claire. J'ai besoin de toi à 50% dans l'entreprise. Je peux pas le faire toute seule. T'embarques-tu? » C'est gros, là. Et moi, je te dirais qu'à cette époque-là, avant de considérer d'avoir une entreprise, tu m'aurais demandé qu'est-ce que tu ne veux pas faire dans la vie et je t'aurais répondu être entrepreneur. OK. C'était, pour moi, là, je shakeais juste à l'idée de penser. Mes 2 frères étaient à leur compte. Je les trouvais fous. Tout le monde que je connaissais pas beaucoup d'entrepreneurs, mais ceux que je connaissais, je les trouvais tous fous. Je me disais, comme, faut être cinglé pour faire ça. Se lancer dans le vide, là, carrément. Exactement. Puis je l'ai fait. Très cool. Ouais. Puis, tu dis, ça te faisait peur, tout ça, ton parcours, toi, individuel, avant, t'as pas touché à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu voulais faire? C'était quoi comme plus ton plan avant de complètement changer là, de direction? Ben, j'ai fait mes études, j'ai fait un bac en commercialisation de la mode, mais tu sais qu'il y avait quand même un profil administration, tu sais, c'était un bac en admin à la base, mais focus commercialisation de la mode. Puis après, ben, ce que j'ai aimé de ce parcours-là, c'était plus le côté communication, marketing. Fait que je me suis inscrite à la maîtrise en communication marketing à l'Université de Sherbrooke. Fait que c'était vraiment plus le côté publicité qui m'intéressait. En finissant mes études, j'ai trouvé un emploi, j'ai eu un poste, un remplacement de congé de maternité pendant 1 an. Mais j'avais beaucoup de misère. Je trouvais ça difficile pour moi de porter le masque, le chapeau de l'entreprise, d'une entreprise qui m'était pas, qui était pas la mienne. Il fallait comme que je joue un personnage puis que je parle un langage qui était pas le mien, que je porte les valeurs, des valeurs d'entreprise qui étaient pas nécessairement la mienne. Je trouvais ça lourd au quotidien. Je trouvais ça plate. Puis on dirait que j'étais comme un peu en quête d'authenticité. Puis c'est vraiment cette idée-là qui m'a fait flancher puis qui m'a fait embarquer dans le projet de Philippe initialement. C'était ce désir-là de vivre une vie authentique, que mon côté personnel soit aligné avec... Tu sais, que ma vie personnelle puis que ma vie professionnelle soit vraiment alignée. Puis quand j'ai pensé à ça, je me suis dit... Ma vie pourrait être mon travail pourrait être ma vie. Je pourrais travailler chaque jour à créer ma vie de rêve. Ça l'a comme unlock, débarré un genre de potentiel créatif illimité. Puis c'était comme... On dirait que j'avais des étoiles dans les yeux. Puis j'étais comme, let's do it. C'est fou, c'est ça. On embarque. Si t'es pas capable d'identifier à des valeurs d'une autre entreprise pour laquelle tu représentes, puis que tu travailles pour, mais là, t'es comme, je vais le faire moi-même, puis je vais identifier. C'est ça. Ça va être toutes mes valeurs, ça va être quoi. Puis je trouverai jamais ça plate. Tu sais, je trouve ça le fun. Tu sais, quand je parle aux clients au téléphone ou quand ils rentrent à la boutique, c'est Catherine qui parle. C'est pas... J'ai pas de masque. Pas un rôle. Non, exact. Je sers mes clients de la façon que j'ai envie de les servir. C'est comme... C'est vraiment un luxe de pouvoir se payer ça dans la vie, là. Ça a son coût et son lot de stress, c'est sûr. Ouais. Mais pour vrai, ça n'a pas de prix. C'est tellement beau. Ouais. C'est fou. Puis tu sais, c'est tellement un beau projet. Puis justement, là, d'aller... Tu sais, tu vis à fond 100% comme ta vie personnelle, ta vie professionnelle, c'est comme un peu les deux en un. Là, tu joues le même rôle tout le temps. C'est beau, mais il y a aussi, comme tu dis, c'est dur. Là. Il y a beaucoup d'obstacles, puis c'est pas toujours comme un chemin droit. C'est très rarement un chemin droit. C'est ça. C'est très rarement un chemin droit, mais je te dirais que, tu sais, depuis, ça va faire 7 ans là, qu'on a parti l'entreprise. Depuis les 7 dernières années, il n'y a pas un matin que je me suis levée avec un genre de
j'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Ça m'est jamais arrivé. C'est tellement beau. C'est ça, ça change complètement la façon que tu voyais comme ton travail. Exact. Puis c'est comme tu dis, ça te faisait peur d'aller comme par toi-même à ton compte, d'être entrepreneur. Mais c'est comme, ça l'amène tous ces beaux côtés-là. Ouais. Mais ça te déstabilisait un peu. Fait que pour toi, qu'est-ce qui a été comme le plus dur dans ce parcours-là? Qu'est-ce qui est comme le plus déstabilisant pour de vrai que t'as fait comme, OK, ça c'est ça qui rend le chemin un peu moins droit, puis c'est plus une montagne russe finalement, là. Ben, je te dirais, ce que je trouve le plus difficile, c'est l'instabilité financière. C'est comme, tu sais jamais ce qui s'en vient, tu penses que t'es correct, finalement t'es pas correct. Tu peux pas prédire le futur. Tu sais, quand t'es salarié puis t'as une paye récurrente, tu sais qu'est-ce qui rentre dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, tu peux budgéter. Tu peux puis moi, oui, exact. Puis j'étais vraiment quelqu'un, initialement, j'avais besoin de ça, là, ce genre de cadre sécure-là, de prévisibilité. Pour moi, c'était nécessaire, c'était rassurant. Ça, je trouve ça difficile. Ça, c'est le plus difficile. Puis je dirais, récemment, ce que j'ai réalisé que je trouve difficile aussi, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu es tout le temps en train de prévoir. Tu sais, il faut que tu fasses des prévisions pour les 2 prochaines années, pour les 5 prochaines années. Tu mets des objectifs, mois après mois, des objectifs de vente. Tu sais, tu établis tes KPI. Fait que là, tu es tout le temps dans la prévision, dans l'espérance d'atteindre des objectifs, mais ce qu'il faut... C'est ça. Tu es tout le temps en train de visualiser, de regarder plus loin, d'espérer, mais je trouve ça difficile d'apprécier qu'est-ce que tu as maintenant. Puis c'est vraiment mon plus gros challenge en ce moment, c'est d'apprécier qu'est-ce que j'ai maintenant, même si des fois, t'es déçu, t'as pas atteint ton objectif. C'est ça que je trouve difficile. Mais souvent, ce qui m'aide à comme surpasser ces moments plus difficiles-là, c'est de regarder en arrière puis de voir tout ce qu'on a fait. T'sais, le matin, quand je rentre dans la boutique ici, là, je peux pas ne pas acknowledge qu'est-ce qu'on a fait depuis les 7 dernières années. Je peux pas me dire que tout a mal été dans les 7 dernières années. C'est comme... C'est vrai. C'est tangible. C'est ça, c'est dur d'être dans le moment présent, sauf que quand tu t'arrêtes puis tu fais comme... Tu parles à la Catherine de 7 ans, puis tu dis, on a une boutique, comme tout, qu'est-ce que vous avez fait depuis, c'est comme... Elle capoterait, là. Ben oui, puis tu sais, je l'ai souhaité en tabarouette, là, la boutique, puis maintenant je l'ai, puis je rentre chaque matin. C'est wow comme feeling. C'est impressionnant. Ouais. Fait que c'est ça, c'est important de comme vous arrêter et faire comme, OK, comme... Une petite tape sur l'épaule. Ça se passe bien, mais comme on continue, let's go, mais comme on fait bien notre parcours à date, là. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Puis je sais que vous avez fait du dragon. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment tout a commencé? Ben, honnêtement, c'est probablement c'était pas une épreuve, mais c'était une des étapes les plus difficiles de mon parcours entrepreneurial. Oh mon Dieu. Puis tu sais, quand on s'est inscrit, on l'a un peu fait à l'aveugle. Je pensais pas nécessairement qu'on allait être choisi. Il y a comme des milliers d'entreprises qui appliquent à chaque année. Puis là, à chaque étape qu'on avançait, j'étais comme non, je peux pas croire qu'on va passer à la télé. Puis une de mes plus grandes peurs dans la vie, c'est la peur du ridicule, la peur d'être humiliée. Et là, tu sais, pour se pratiquer, avant le passage à l'émission, on écoute des épisodes, des anciens épisodes, et là, je vois du monde se faire ramasser et je commence à... je fais de l'anxiété, là. Je suis comme... Non, Phil, va falloir que tu y ailles tout seul, là. Je vais pas, là. On y va pas, finalement, là. Fait que... anyways, je suis allée quand même. Puis, ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est super bien passé, mais tu sais, t'es à l'arrière-scène, là, puis là, faut que tu montes les escaliers. Là, je me sentais comme si j'étais à la ronde, là, en train de faire le manège le plus épeurant de l'histoire de l'humanité, là. Je montais, genre, il y avait, genre, 8 marches, mais j'ai l'impression que j'en ai monté 800. Puis là, il faut que je fasse un saut en bungee, mais c'est un peu la même affaire. T'ouvres la porte, puis là, il faut que tu descendes, puis tu fais ton pitch, là. Là, il y a à peu près... je sais pas, 18 caméras. Bref, j'arrête de respirer un peu.
somme toute. Ça s'est super bien passé. J'ai pas eu l'air folle. Cool, On s'est pas fait humilier. Mais non, c'est ça. Pour vrai, on a vraiment fait un beau speech, puis c'était vraiment une belle plateforme pour faire découvrir notre entreprise à, tu sais, je pense, plusieurs millions de téléspectateurs. On a reçu une offre. C'était le fun. On a reçu une offre. On a fait une contre-offre. Ça n'a pas été accepté. Il y a eu comme de la négociation. Fait que je pense que l'épisode était cool en soi à regarder. Mais c'est ça. Même si ça s'est pas fini avec une offre, ça a été vraiment une belle visibilité, juste de pouvoir mettre ça sur notre site web. Les gens... on était au début de l'entreprise. Ça faisait à peu près 1 an qu'on existait. Fait que ça, c'est comme aller mettre un genre de stamp de crédibilité sur notre offre, sur notre entreprise. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. C'est tellement le fun. Puis c'est cool de voir un peu l'arrière-scène parce que souvent, nous, ce qu'on voit, c'est comme cette entreprise-là est allée au Dragon. Puis c'est comme, c'est impressionnant. C'est aussi la visibilité qu'on voit, mais des fois, on sait pas toujours qu'est-ce qui se passe après. Puis tout ça, mais de ce que t'en ressors le plus, c'est comme la visibilité de... l'expérience. La visibilité de l'expérience. Mais c'est sûr que ça te force à comme... Ça vous force à vous... Ben, tu sais, faut que tu aies un bon pitch. Faut que tu te prépares. Faut que tu sois... Tu sais, faut que tu t'assures d'être solide. Là, c'est quand même... Mais après ça, fais-moi pitcher devant n'importe qui. Je m'en fous. Mais c'est ça. Je l'ai fait à la télé. Je peux le faire depuis... devant, tu sais, 5 juges... ça me dérangera pas. Là. Mais c'est ça, fait que c'est tellement une bonne expérience pour commencer. Parce qu'après, t'es comme... ça me fait pas peur. Ça fait que ça, c'était une chose qui vous a comme... qui était comme intimidante, mais au final, c'était vraiment... c'était vraiment bénéfique. C'était bénéfique pour les entrepreneurs, puis c'était bénéfique pour l'entreprise aussi. Absolument. C'est vraiment le fun, puis ça prouve que c'est ça, c'est que vous êtes sortis de votre zone de confort comme dès le jour 1, puis... exact. Mais honnêtement, je pense que notre histoire entrepreneuriale, c'est synonyme de sors de ta zone de confort, puis tu vas l'avoir. Comme qui risque rien n'a rien. Il y a plein de proverbes là, qui veulent dire exactement ça, mais si tu t'en vas en parachute puis tu restes dans l'avion, tu n'auras pas de bonne ride. Là. Non, comme, pas faut que tu le fasses. C'est ça. Puis en parlant de risque, tu sais, comme là, tu disais, t'avais peur de te planter, t'avais peur d'avoir l'air, comme t'avais peur du ridicule. Y a-tu comme des choses qui te viennent en tête ou est-ce que tu penses que tu t'es planté justement ou que vous avez eu comme des échecs ou qui étaient comme juste plus difficiles dans le chemin, là, comme OK, finalement, on prend un pas de recul ou... Ma réponse va être bizarre, mais j'ai l'impression en fait, ma vision de l'échec n'est pas comme un échec. Puis tu sais, ça paraît un peu... mais pas quétaine à dire, mais l'échec n'en est pas un. C'est un apprentissage. Des fois, c'est juste une réorientation. C'est comme... Mais ça n'a pas marché, mais c'est pas le chemin que tu devais prendre. Puis, à travers notre expérience entrepreneuriale, il y a beaucoup de signes qui nous sont apparus. Tu sais, des fois, je vais donner un exemple. C'est ça. On a ouvert la boutique ici, ça va faire ça va faire 1 an. On est extrêmement content de la localisation, du local, du look. Il n'y a aucun regret par rapport à ce local-là. Mais en janvier dernier, peut-être, je dirais 6 mois avant qu'on trouve le local ici, j'avais trouvé un local qui était proche de la maison. Il était à Blainville aussi. On avait été le visiter. J'avais traîné fil de force. J'avais tordu le bras. Viens voir, c'est quand j'ai trouvé. C'était tellement grand. Il y avait tellement de réno à faire. Mon chum il était sur le frein là, avec les 2 pieds, là, puis il était comme 4. On peut pas, ça n'a pas d'allure. Là. Il y a trop de réno, ça va coûter trop cher. Le local, la bâtisse n'est pas belle. Il y avait plein de noms. Mais, comme je te dis, j'ai vraiment tordu le bras fort. On est allé visiter, on a fait une offre. OK. Ben, on était 3 compagnies qui voulaient le local. Okay. On l'a pas eu. OK. Et j'étais en peine. J'avais un deuil à faire. Je m'étais tellement imaginée, je te dis, je regardais les photos du local, je m'étais imaginée en arrière du comptoir, j'avais tout imaginé la boutique. J'étais déjà dans mes tableaux Pinterest. Je me visualisais tous les jours là. Puis quand je me suis fait dire non, ça m'a scié les 2 jambes. C'était tellement une grosse perte. Je te dis, pendant 2 mois, là,
j'ai pas pleuré pendant 2 mois, mais ça m'arrivait de pleurer, là. C'était vraiment difficile. Ouais. Puis tu sais, tout le monde me disait un peu le classique, là, tu vas voir, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Puis là, j'étais comme, oui, je le sais. Mais c'est là que je voulais être. Exact. Là, il y a rien que tu peux me dire qui va me faire passer par-dessus ma peine immédiate. J'ai un deuil à processer. Ouais. Puis, mais comme de fait, il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait. Fait que, tu sais, oui, on a des échecs, il y a des trucs qui marchent pas, mais jamais je pense que c'est un échec complet. C'est soit un apprentissage ou soit un changement de direction. C'est ça. C'est tellement bien dit. Puis pour ceux qui écoutent, ben, on est présentement à la boutique et c'est magnifique. Effectivement. Oui. Donc, ça valait la peine. Des fois, c'est ça. Exact. Ça doit faire partie d'une des leçons un peu que tu apprends en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans la vie en général, de comme quand il y a une porte qui se ferme ou que c'est pas possible, ou ben, c'est juste une redirection, comme tu disais tantôt. Puis là, on est ici, puis c'est parfait. L'emplacement est parfait, c'est beau. Ben oui. Fait qu'au final, comme ça a bien terminé. Ouais. C'est juste... C'est dur sur le moment parce que tu t'imagines là. Exact. Y a-tu d'autres choses comme ça que tu te dis que tu as appris, comme une leçon que tu as appris de... Des fois, est-ce que c'est comme plus comme au niveau personnel de tenir ton point ou comme plus de travailler en couple? Est-ce qu'il y a des trucs qui fait que vous avez dû comme passer à travers des épreuves, mais comme plus ensemble? C'est sûr que au niveau du couple, comme je te disais tantôt, on a parti l'entreprise après 3 mois de relation. On a énormément évolué en tant que couple. Tu sais, être en affaires ensemble, ça force des discussions, ça force des chicanes. Tu sais, c'est un peu comme être quand t'as pas d'enfant puis tu deviens parent. Ta relation change. Tu sais, juste quand tu emménages avec ton conjoint, ta conjointe, tu sais, t'as des nouveaux... Tu fais face à des nouveaux défis que tu dois relever ensemble. Tu dois communiquer. Il y a des moments où est-ce que tu es ultra vulnérable. Tu sais, c'est comme notre couple a grandi à vitesse grand V. Là. Puis en même temps, ben, autant que ça a été difficile souvent, par moments, que je pense que le couple qu'on est aujourd'hui, la force de notre couple aurait jamais été possible sans qu'est-ce qu'on a bâti ensemble dans notre vie professionnelle. C'est tellement beau, c'est le fun de savoir que c'est ça, c'est tellement une belle expérience à vivre ensemble, puis vous en apprenez tellement comme sur l'un et l'autre là, en faisant ça. C'est sûr que, tu sais, on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on a un enfant, tu sais, oui, on habite ensemble naturellement. Tu sais, ça, des fois... Ça pourrait être le fun d'avoir un petit peu... Tu sais, comme j'aimerais ça rentrer à la maison, puis, tu sais, retrouver mon homme à la fin de la journée. « Ah, mon amour, je suis contente de voir! » Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Exact, ça me manque, mais, tu sais, on a plein de beaux moments à la maison avec notre enfant, c'est comme... Mais c'est juste un feu roulant on est dans l'action tout le temps, là. C'est ça doit être dur de aussi séparer comme... OK, là, on est à la maison, on parle plus de travail. Est-ce que vous avez comme cette... On a quand même des bonnes règles d'établi. Oui, bon. Puis c'est essentiel, je te dirais, à ce que la relation de couple continue à fonctionner, à bien fonctionner. C'est que le soir, la fin de semaine, le moins possible, on parle de travail. Si c'est essentiel, c'est essentiel. Tu sais, des fois, tu sais, moi, je vais plus travailler. Ça va m'arriver de travailler le soir, je vais répondre à des courriels, répondre à des situations. Tu sais, je vais y en parler, mais c'est comme... Je t'en parle, tu me réponds, ferme la porte. On continue. C'est ça. On est un couple, on n'est pas... Exact. Puis depuis le début, on a quand même été assez clairs là-dessus. La vie professionnelle, la vie personnelle, dans le couple, on veut séparer ça le plus possible. Puis tu sais, on n'est pas des entrepreneurs qui travaillent 70 heures semaine à s'en brûler. On a toujours voulu garder un certain équilibre pour continuer d'aimer à faire notre travail. Puis, tu sais, pas rentrer le lendemain matin puis dire « ça me tente pas, je suis épuisée, je suis fatiguée ». Fait qu'on, tu sais, avec modération, on travaille pas trop. Mais... Fait que vous êtes capable d'avoir une bonne balance, comme avec la vie personnelle. C'est sûr, avec un enfant, ça vous force à comme, tu sais, d'être à la maison, d'avoir une structure de comme, fait que vous êtes capable de bien séparer, puis... Exact. C'est important. Non, pour vrai, on a quand même une bonne balance. C'est essentiel. Tu sais, les deux, on s'entraîne, on passe du temps avec notre fils. Les week-ends, l'été, on va en camping tout le temps. Tu sais, le soir, on travaille pas. Fait il faut pour décrocher. Puis c'est là que tu reviens le lendemain matin à la boutique, que t'es comme « wow, c'est beau », puis « OK, let's go, on recommence ». Tu reviens rechercher. Ouais. Tantôt, on parlait des valeurs un petit peu quand on parlait de se rassembler, puis essentiellement, quand que vous avez lancé
Woodstock et compagnie, puis même aujourd'hui, c'est quoi les valeurs principales de l'entreprise? C'est quoi qui vraiment qui résume bien l'entreprise? Ben, en fait, les valeurs de l'entreprise, quand on a décidé de partir de l'entreprise, on crée un peu, tu sais, comme tout l'univers de la marque et tout. Comme j'ai dit tantôt, pour moi et pour nous, c'était vraiment important que l'entreprise soit un copier-coller de qui on est, pour qu'on puisse se sentir à vivre une vie authentique à travers notre entreprise. Alors, la première valeur qu'on a mis carte sur table, c'était l'authenticité. C'est qui on est dans notre vie personnelle. Ça se reflète dans l'entreprise. Tu sais, c'est vraiment sans prétention, c'est qui on est. On n'invente pas on n'invente rien. C'est ça. C'est l'authenticité. Après ça, la deuxième valeur qui était primordiale à nos yeux, c'était le respect. Le respect, c'est quoi? C'est d'apporter une considération à que ce soit un objet ou une personne, avec toutes les personnes avec qui on travaille, accorder de la valeur au travail des ébénistes, à la matière première, respecter l'environnement, toujours chercher à améliorer nos pratiques environnementales. Fait que c'est vraiment le respect dans les personnes, dans les processus, dans les objets, dans la planète. C'est vraiment le respect dans tout. Puis c'est vraiment, le respect pour nous, c'est ce qui va guider nos actions ou les décisions qu'on va prendre au quotidien. OK. Ensuite, il y avait la proximité qui, pour nous, est vraiment important. On s'est toujours dit, je vais te donner un exemple du point de vue, par exemple, du service à la clientèle. On veut servir nos clients comme on servirait nos parents. Quand je vends une table à un client, j'utilise la même approche que si je vendais une table à mes parents. À ta famille. Ici, à la boutique, c'est pas rare qu'on va s'asseoir autour de la table, on va jaser, on va prendre le feeling avec les clients, on va vivre l'expérience, puis, on va rentrer dans le conseil, on va regarder des photos de chez eux, on va vraiment les conseiller pour qu'ils prennent le meilleur choix possible. Puis c'est ça, c'est vraiment la philosophie du service à la clientèle qu'on offre, c'est tu sers tes clients comme tu servirais tes parents. C'est cool. C'est un peu ça. Puis c'est la même approche quand on parle sur les réseaux sociaux, quand il y a quelqu'un qui nous écrit sur le chat, c'est super familier, c'est sans prétention. Encore là, c'est authentique. Puis, c'est vraiment pour que les gens aussi se sentent en confiance quand ils achètent chez nous, C'est convivial, c'est vraiment comme on est là pour offrir un conseil. Tu es vraiment là pour comme les accompagner, comme tu ferais avec tes parents, comme tu dis, ou comme tu ferais avec des amis, dans le fond. Ouais. C'est cool. Puis là, tu disais, par exemple, les gens viennent en magasin, viennent essayer. C'est qui vient? C'est qui vient en magasin? C'est-tu plus des jeunes? C'est-tu plus... Y a-tu comme un client typique? C'est qui vient acheter des meubles chez Woodstock? Je dirais... Mais tu sais, nous, notre modèle d'affaires est principalement basé sur la vente en ligne. On vend peut-être 80-90% en ligne. C'est sûr que notre clientèle est peut-être un petit peu plus jeune, 30-40 ans, vient d'acheter sa première maison, veut investir dans une table de qualité qu'ils vont garder des dizaines et des dizaines d'années, qui vont finalement léguer à leurs enfants. C'est vraiment ça l'idée. Tu sais, c'est de reprendre un peu le savoir-faire artisanal québécois de l'ébéniste. Nos parents... tes parents, mes parents ont probablement acheté une table en bois d'un ébéniste québécois. C'est comme ça qu'on faisait avant. Puis c'est un peu ça qu'on veut ramener, mais avec le style actuel qu'on voit dans les magasins à grande surface. Fait qu'un peu jumeler les deux. Tu sais, les jeunes, on regarde peut-être un peu plus les tendances. On est plus comme au goût du jour. Ouais. Mais c'est ça, c'est de ramener le look avec le bienfait puis le fabriqué ici. Nos clients ont principalement 30-40 ans, mais ceux qui viennent en boutique, c'est moitié-moitié, mais on va chercher une clientèle peut-être un petit peu plus vieille. Puis c'est drôle, souvent, le scénario qu'on voit beaucoup en boutique, c'est, mettons, monsieur, madame, 50-60 ans, qui rentrent.
puis leur fils ou leur fille a acheté nos meubles, puis ils sont allés super à la maison, puis ils devaient, tu sais, ils vont faire des rénaux, puis après ça, ben ils vont acheter une table chez nous parce qu'ils l'ont vu chez leur fils ou leur fille, tu sais. Oh, c'est le fun comme dynamique, c'est vraiment cool. Ouais. Tu sais, puis on penserait tu sais, généralement, mettons, moi, je m'achète une nouvelle maison, puis je demanderais plus conseil à mes parents. Où est-ce que je devrais acheter une bonne table en bois? Tu sais, avez-vous des conseils? Mais c'est comme c'est l'inverse qui se passe. C'est les jeunes qui vont conseiller leurs parents, puis c'est cool. C'est le fun. Ils ont peut-être été guidés plus par le look, mais là, après, pour aller vers les parents aussi, c'est le fun d'aller comme, OK, mais c'est de la qualité, c'est exact, c'est ça. C'est comme, exact. C'est pour tout le monde. Ouais, puis tu sais, les parents se sont assis à la table, ils ont vu la qualité, puis tu sais, ils rentrent ici les yeux fermés, puis ils font juste leur choix, ils viennent juste valider c'est quoi l'essence de bois qu'ils veulent, tu sais. Ça leur permet de le voir en vrai aussi, de s'asseoir à la table avec vous aussi, puis vraiment comme le vivre. Exact. Vivre l'expérience Woodstock et compagnie. Puis tu parlais justement, pour beaucoup de gens, c'est important que ce soit fait ici. C'est d'où ça vient, vous, l'importance que ce soit fait au Québec? Ben, en fait, c'est primordial. Je pense qu'on n'a jamais considéré rien d'autre. Okay. Tu sais, l'industrie du meuble est une industrie, je veux dire, c'est des gros volumes, c'est volumineux, c'est lourd, c'est une industrie extrêmement polluante. Souvent même, quand on achète un meuble, tu sais, il y a des compagnies internationales qui vont vendre des meubles qui sont faits avec du bois d'ici. Le bois est transporté outre-mer, il est transformé là-bas, c'est produit là-bas à des coûts ridiculement bas, c'est ramené ici. Fait que juste le déplacement de la matière première, du produit fini qui revient ici, c'est catastrophique. Fait que pour nous, ça faisait aucun sens. C'est sûr que la fabrication locale, ça vient avec un coût, mais je pense que tout dans la vie a un coût. Si c'est pas nous qui le paye ici, il y a des conséquences ailleurs. C'est soit sur les individus ou soit sur l'environnement, mais tout a un coût. Si c'est pas toi qui le paye, c'est quelqu'un d'autre ailleurs qui le paye, puis des fois 2 fois, 3 fois, 10 fois plus. Fait que pour nous, la fabrication locale, il y a rien d'autre qui existe. Ça a juste toujours été ça, puis c'est dans vos valeurs. Oui, exact. Cool. Puis là, les gens savent, quand ils viennent acheter une table, par exemple, ils savent que c'est fait ici. Sinon, c'est quoi dans les autres points? Ça va être la qualité. Comment est-ce que vous faites pour garantir la qualité du produit? Comment est-ce que... C'est quoi, dans le fond, que vous offrez comme qualité? Bien, je pense que les gens, c'est sûr que quand les gens viennent en boutique, ils vont toucher le bois, ils vont voir la qualité. Ils vont en être convaincus. Tu fais juste lever la table puis tu fais « Oh! » Tu l'as fait tantôt? Oui, c'est ça! C'est sûr que quand tu es là physiquement, tu vois la qualité. Quand tu achètes en ligne, c'est sûr que ça, c'est la partie la plus difficile, même si à travers les photos, à travers les avis qu'on a des clients, il y a moyen d'investiguer, mais les gens peuvent être toujours un petit peu plus sceptiques quant à la qualité des meubles. Puis, surtout, je pense que ce qui se vit à travers l'expérience des clients quand ils vont magasiner, c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de magasins qui jouent un petit peu sur les mots. Puis, tu sais, pour une table qui est en plaqué, tu sais, souvent, ils vont dire recouvert en bois massif. Tu sais, ça joue avec l'esprit des gens, puis souvent, les gens achètent des tables en plaqué, mais pensent que leur table est en bois massif jusqu'à temps qu'ils accrochent un côté, puis le collant, il décolle. Puis ils fassent comme, voyons, j'ai payé une table... 1000, 2000 $, mais c'était en plaqué. Puis une fois que c'est décollé, mis à part mettre de la colle ou du scotch tape, il n'y a plus rien à faire. Quand le morceau il est perdu. Ta table est finie. Fait que c'est ça qui est... Tu sais, quand on vend juste en ligne, c'est un peu dommage parce que c'est un petit peu plus difficile de convaincre l'acheteur. Tu sais, même si à travers des photos, il y a quand même manière... Tu sais, mais il faut quand même que tu connaisses les particularités d'une table en bois massif pour reconnaître visuellement que la table est en vrai bois et non en plaquage. Puis où est-ce que vous... comment vous sourcez vos matériaux? D'où ça vient? Comment ça fonctionne?
Dans le fond, nous, on utilise juste des bois indigènes, donc des bois qui poussent à proximité du secteur où est-ce que le meuble est consommé. Donc, dans notre cas, il va y avoir du bois du Québec, de l'Ontario, nord-est des États-Unis. Donc, c'est tout à proximité. C'est quand même extrêmement difficile de sourcer exactement le bois. T'sais, il y a des compagnies qui vont dire avec du bois du Québec, mais c'est peut-être pas nécessairement vrai. Les fournisseurs de bois, c'est des fournisseurs de bois locaux, c'est du bois qui est séché au Québec, qui est transformé au Québec, mais la provenance du bois, ça va être dans un territoire de proximité. Les fournisseurs de bois, c'est tous des fournisseurs locaux, comme je disais. On travaille avec des partenaires. On a plusieurs entreprises, que ce soit pour la fabrication des tables, des bancs, des chaises, des sofas, des coussins. Donc, on travaille avec différents partenaires avec qui on a une très bonne relation pour la fabrication des meubles. On a fabriqué nos propres meubles pendant les 4-5 premières années. Jusqu'à un certain moment donné. En fait, durant la pandémie, la demande pour nos meubles, les ventes étaient là, la fabrication était là, les ventes augmentaient. Le volume on n'était jamais capable de rattraper la croissance des ventes. Puis on a eu une opportunité de sous-traiter la fabrication des meubles. Les chaises, les tabourets, c'était déjà fait par une autre compagnie. Puis on a trouvé un partenaire qui avait la capacité de prendre en charge la fabrication. Puis ce que ça a donné, c'est que ça nous a donné comme opportunité de se concentrer sur le développement d'entreprise, le développement de la marque, le développement de nouveaux meubles. Puis là, si les gens nous suivent dans la dernière année, on est vraiment dans le lancement de produits, on a sorti un sofa, plusieurs pièces de sofa, l'étagère, on développe vraiment des nouveaux meubles, puis ça va faire qu'un client qui a initialement acheté une table chez nous, va venir racheter un sofa, va venir racheter l'étagère. On veut vraiment, on a le désir d'offrir des meubles pour toute la maison et de devenir la première boutique de meubles et accessoires 100% pour la maison 100% faite au Québec. Wow! Ouais. Fait qu'on sort de la cuisine, puis partout dans la maison. Exactement. Tranquillement, pas vite, mais l'idée, c'est quand même de toujours créer des produits qui vont avoir une certaine essence, une certaine... on veut pas lancer un catalogue avec 10 000 produits. On veut que les produits qu'on offre aient du sens, mais on veut sortir de la maison puis offrir plus que des meubles de salle à manger. Puis vous voulez garder cette cohérence-là, si tu veux, comme dans les meubles un peu à travers la maison. Qu'est-ce qui crée un peu cette cohérence-là? Qu'est-ce qui rend comme tous les produits uniques? Mais je dirais, quand on va développer un produit ou quand on va faire des choix de matériaux, pour nous, tu sais, Woodstock et compagnie, ça résonne, tu sais, matière naturelle. Ça partit avec le bois. C'est, comme je disais tantôt, c'était aussi élémentaire que l'entreprise qu'on parte commence avec le bois, vu le background de Philippe. Fait que matière naturelle, respect de l'environnement, fabrication locale. Si c'est pas nécessairement matière naturelle, tu sais, je veux dire, on a développé des sofas, là, ils sont pas faits en coton de chanvre. On s'entend, faut que les tissus soient performants. Il y a quand même une notion aussi de, tu sais, on peut pas faire des sofas en paille. Là. Il y a d'autres trucs à considérer aussi. Mais tu sais, juste dans le choix des textures, des finis, des couleurs, tu sais, le vert qu'on a choisi pour le sofa. Tu sais, on voulait pas que ce soit un vert émeraude, là, vraiment luxueux. On voulait que ce soit un vert forêt, genre lichen, mousse de forêt, là, tu sais, avec un genre de... C'est terreux un peu, là. Tu sais, c'est un peu là qu'on va rechercher l'essence du côté naturel des meubles. Puis, tu sais, c'est ça, dans les couleurs, dans les matières. Puis l'idée, c'est aussi qu'est-ce qu'on aimerait créer comme sentiment chez les gens qui achètent nos produits, comme sentiment ou comme avantage, c'est que les gens, quand ils achètent nos produits,
ils font rentrer un peu la nature, le côté bien-être de la nature à l'intérieur de leur chez-soi. Puis ça a été quelque chose qui nous a allumés depuis le début, là. Est-ce que tu dirais que c'est un peu ça qui va vous différencier d'avec vos concurrents? Ça va être vraiment comme d'être, comme une partie de la nature, d'être chaleureux, d'être comme très naturel? Je pense que oui. Ce qui nous différencie vraiment de la compétition, c'est un peu le vibe de ce qu'on crée. Tu sais, quand tu regardes ta table, t'as toujours ce feeling-là. C'est comme... C'est pas tangible. C'est vraiment... c'est ça, c'est un vibe. T'as le goût de t'asseoir autour de la table puis de prendre un verre puis de passer du temps. Tu sais pas pourquoi. C'est juste... On est bien puis... Exact. Ouais. Est-ce que toi, parmi comme tous les meubles que vous avez faits, les projets que vous avez faits, as-tu un coup de cœur? C'est quoi ton préféré? Ou est-ce que c'est tous tes bébés puis c'est tout... Aïe, c'est difficile à dire. Ben, je dirais, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est l'étagère qui me turn on un peu plus. Parce que avec ce produit-là, on s'en va vraiment dans une esthétique comme, tu sais, tous les petits coins arrondis, les poteaux ronds, tu sais, toutes les arêtes, tu sais, c'est vraiment tout arrondi. Puis c'est comme une introduction à une nouvelle esthétique dans laquelle on va tendre à aller dans les prochains mois. Ça faisait... Ben, tu sais, on a sorti un sofa dans les derniers mois, mais au niveau des tables, des bancs, des meubles, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti un nouveau meuble. Puis, tu sais, on était vraiment plus dans le square, là, tu sais, très linéaire, droit. Puis là, on veut adoucir un petit peu les lignes de nos collections. Fait que je te dirais qu'en ce moment, l'étagère, c'est vraiment un coup de cœur, mais c'est quand même difficile à dire. Je pense que tout nouveau produit fait son effervescence aussi. C'est sûr, c'est toujours le fun de présenter quelque chose de nouveau. Ouais, exact. Puis vous travaillez, j'imagine, super fort sur la conception de nouveaux produits. Comment est-ce que vous fonctionnez de ce côté-là? Est-ce que c'est comme très fréquent? Combien est-ce que vous prenez votre temps sur un produit à la fois puis que c'est vraiment peaufiné jusqu'à la dernière seconde? Comment ça fonctionne tout à ce niveau-là, là, maintenant que vous introduisez plein de nouveaux meubles? Puis, Bien, je te dirais qu'on aurait envie que ça aille plus vite, souvent. Okay. Mais la réalité, c'est que c'est toujours très long. Puis tant mieux que c'est long. Ouais. Pour vrai, ça fait en sorte que quand on lance un produit... c'est pas botché, puis c'est tout le temps « wow ». C'est... Mais tu sais, encore là, quand on fait notre planification durant l'année, on est comme « on va faire un lancement de produit par mois, bang, 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 bang ». Puis finalement, ben c'est 1 ou 2 mois, c'est 1 ou 3 mois, puis tant pis. Honnêtement, ça fait juste en sorte que les produits qu'on lance sont juste à coche. Exact. Fait que c'est pas par un manque de... Tu sais, vous avez les idées, c'est juste plus comme la logistique de pouvoir comme le faire, puis le temps. Puis j'imagine avec vos partenaires, ça doit être un peu plus difficile de ce côté-là aussi. Bien, la réalité, c'est que, tu sais, quand on développe un nouveau meuble, tu sais, il y a plein de choses auxquelles tu penses pas. Là, tu vas faire un prototype. Là, finalement, si telle affaire, là, l'assemblage, ça fonctionne pas. Là, tu as des back and forth. Là, quand, tu sais, c'est Philippe qui dessine tous les meubles à la main. Bon, il fait son dessin, il fait faire les rendus. Là, finalement, ça n'a pas l'air nécessairement de qu'est-ce qu'il avait imaginé. Fait que, tu sais, il y a quand même... Il y a un long processus dans la commercialisation d'un nouveau produit. T'sais, après ça, il faut que tu fasses les photos, tu les intègres sur le site, tu prépares ton lancement. C'est plein d'affaires que, finalement, quand tu prévois que ça va prendre 1 mois, lancer un nouveau produit, ça en prend 3. Puis... Il peut y avoir des petits obstacles au cours du chemin. Là, mais c'est toujours, tu sais, quand tu arrives au moment du lancement d'un produit, c'est des moments... exceptionnel. Pour vrai, dans la vie d'un entrepreneur, là, je te dirais que le lancement d'un nouveau produit, le jour du lancement, là, c'est... OK, non. Presque équivalent à la naissance d'un enfant, là. Non. Mais c'est vraiment excitant. C'est d'autres bébés. C'est plein de bébés. Est-ce que tu parles de la fierté comme des produits que vous faites? Est-ce que c'est tous des produits que vous avez à la maison? Est-ce qu'avant de les lancer, vous les testez à la maison? Comment ça fonctionne? On a effectivement pas mal tous nos produits à la maison. Moi, j'aimerais ça changer de table tout le temps.
mais ça passe pas toujours au conseil. Puis en même temps, c'est bien correct. Tu sais, les valeurs qu'on prône, c'est comme, tu sais, t'achètes une table pour la garder 10 ans, puis là, la fille, elle veut la changer à toutes les années, tu sais. Mais c'est juste parce que c'est excitant, il y a tout le temps plein de nouvelles affaires. Mais oui, on teste les produits à la maison, c'est sûr et certain. Puis je pense que c'est essentiel qu'on le fasse et qu'on continue à le faire. Fait que, à un moment donné, ça va nous prendre une plus grande maison pour avoir toutes les meubles. Plusieurs salles à manger pour avoir plusieurs tables. Exactement, ouais. Selon ton humeur. Je sais que la table Oslo, entre autres, est très populaire. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte, tu penses, qu'elle a eu autant de succès? Ben, je pense qu'on l'a créé dans un... Tu sais, la table Oslo, ça a un look très scandinave, très épuré. Puis on l'a vraiment créé au début de l'avènement de la tendance scandinave. Puis c'est une tendance qui est quand même, tu sais, qui est née il y a longtemps et qui perdure longtemps. Tu sais, souvent, il y a souvent des tendances qui vont arriver, vont durer 2 ans, puis ça repart. Fait que la table Oslo est vraiment arrivée probablement au début de cette tendance-là. Puis, fait que je pense que c'est ça. Là, au côté design, c'était vraiment 100% actuel. Puis, je dirais que, en fait, elle est vraiment magnifique. Puis, tu sais, des tables scandinaves sur le marché, il y en a plein. Mais si on s'attarde aux détails de la patte, de la ceinture, de la manière que la ceinture embarque par-dessus la patte, le côté affiné, le double, il y a plein de petits détails que tu vois pas nécessairement quand tu vas comparer deux tables, mais tu préfères elle versus une autre. Tu sais pas pourquoi, mais c'est juste, je pense, une addition de plein de petits détails qui font que, honnêtement, c'est un chef-d'œuvre, cette table-là. Le Phil a fait un chef-d'œuvre, pour vrai. Elle est magnifique. Ouais. Est-ce que c'est une chose qui vous a poussé un peu, est-ce que parce que vous n'étiez pas capable de trouver un peu ce genre de table? Est-ce que c'est comme, vous cherchiez ce style-là, justement, puis c'était vraiment pour comme, ça n'existait pas? Dans le fond, c'est peut-être ça aussi qui peut expliquer son succès, que c'est une rareté, là, bien, vraiment. c'est vrai que c'était quelque chose qui était pas très présent sur le marché, là. Tu sais, il a fallu s'inspirer de, tu sais, qu'est-ce qu'on voyait en Europe, plus... tu sais, il y en avait quelques modèles sur le marché au Québec, mais selon nous, qui étaient très mal faites. Okay. Tu sais, pas solides, esthétiquement pas super. Tu sais, c'était fait cheap un peu parce que tu voyais qu'il n'avait pas compris comment bien la faire. Il y avait peut-être le style, mais il n'y avait pas la qualité. Exact, c'est ça. Il y avait toujours un compromis à faire, sauf que le problème est réglé. Exact, problem solved, c'est exactement ça. Fait que là, la table Oslo, elle a vécu vraiment comme un énorme succès. Ouais. Y a-tu des produits que vous avez lancés que là, ça a comme moins bien marché? Y a-tu comme qui ont été peut-être moins bien reçus? Y a-tu quelque chose qui vient en tête? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on a fait... Ben, ça n'a pas moins bien marché, mais je pense que... Tu sais, on a la table classique qui est comme vraiment la table avec 4 pattes droites. Tu sais, on l'appelle la classique parce que c'est ce qu'il y a de plus classique, là. Tu sais, quand tu étais enfant puis tu dessinais une table sur une feuille, c'était la table classique. 4 pattes au coin, merci, bonsoir. Puis la table Oslo, mais tu sais, qui est vraiment plus raffinée, plus scandinave, plus au goût du jour. Puis on a créé un hybride qui est la table Loft, qui est un peu d'inspiration scandinave, mais tu sais, qui est un petit peu plus massive. Tu sais, les pattes sont rectangulaires, sont pas arrondies, pas affinées. Fait que c'est vraiment un hybride entre les deux. Puis on l'a créé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient ambivalent entre est-ce que je choisis la table Oslo, mais là, j'ai peur que ça passe date. Tu sais, je veux garder ma table pour les 20-30 prochaines années, mais la table classique, je la trouve un peu plate. Tu sais, est trop classique. Fait qu'on l'a créé vraiment pour les personnes qui étaient ambivalentes. C'est la table que j'ai à la maison, personnellement. Moi, je l'adore. Notre maison ne fitterait pas avec la table Oslo, puis effectivement, la table classique, je la trouve un peu plate. Fait que c'est comme vraiment un bon entre-deux. Là, exact, c'est un bon entre-deux. Moi pour moi, c'est... Ben, je pense... C'est pas ma table préférée, mais c'est celle qui fit le mieux chez nous. Okay. Ben, c'est ça. C'est pas notre meilleur vendeur, mais au moins, on a quelque chose à proposer pour les gens qui sont à mi-chemin. Puis,
tu sais, dans notre situation, de toute manière, on est, tu sais, on a un peu d'inventaire, mais on fait peut-être 50% des tables sur commande. Fait que c'est pas... tu sais, si on vend pas quelque chose, c'est pas grave parce qu'on les fabrique quand on reçoit une commande. Fait... Il y a comme moins l'urgence de... Il faut vraiment... Non, c'est ça. On va pas faire une liquidation parce qu'on en a commandé tant puis on les a pas vendus. Fait que, tu sais, on a une belle offre de produits, puis il y en a qu'on vend plus, il y en a qu'on vend moins, puis c'est... Mais c'est parfait. Absolument pas c'est grave. Comme tu disais, c'est aussi de juste pouvoir l'offrir, dépendamment. Comme tu dis, dans ta maison, ça fit moins, mais peut-être que ça va correspondre à quelqu'un d'autre. Puis c'est ça qui est le fun aussi en tant que consommateur, ben, c'est de pouvoir vraiment avoir plusieurs options puis choisir ce qui est mieux pour eux. Là, Exactement. Tantôt, tu parlais du sofa, d'être allé dans d'autres pièces de la maison. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le canapé? Le sofa, pour nous, c'était la deuxième plus grande... la deuxième plus importante pièce de la maison. La table, on s'entend, c'est le point central, c'est souvent, c'est au centre de la maison, c'est le point focal d'une pièce à air ouverte. Puis la deuxième pièce plus importante, c'est le sofa. Le sofa, on va passer des heures et des heures et des heures par jour sur le sofa. On peut s'amuser, on peut s'éclater avec un sofa, on peut créer un punch dans la maison. C'est vraiment un beau produit. Puis ça faisait longtemps qu'on considérait l'ancien sofa. Phil avait fait un prototype, il y a, je pense, 5 ans, avec une genre de structure en bois. Ça avait été hyper compliqué comme projet. On n'avait pas les bons partenaires. Ça n'avait pas fonctionné, bref. Mais c'est ça, il y a à peu près 1 an, on est tombé sur un super bon fabricant qui était prêt à fabriquer des sofas pour nous. Puis, c'est ça, on a commencé, on a embarqué dans les démarches, on a fait on a choisi comme quelques particularités, les essences de bois de la base, quelques différences au niveau design. On a fait notre sélection de tissus, puis on a commercialisé ce produit-là en mars 2024. À la base, j'avais vraiment pas d'attente sur le lancement du sofa. On dirait que j'y croyais pas. J'étais très confiante dans notre capacité à vendre des tables. Ça fait longtemps qu'on fait ça. On est reconnu pour ça. Notre réputation est faite. Tout le monde en parle sur Google, ont des expériences positives. Ils disent à quel point leur table est merveilleuse. Le sofa, on part de zéro. Là. Ça peut être un flop complet, même si c'est un bon produit. Si tu n'as pas la capacité de le vendre ou tu n'as pas la clientèle. Fait que mes attentes étaient vraiment basses. Puis ça a vraiment été un succès. C'est comme si les gens qui magasinent un sofa, qui aimeraient avoir quelque chose de qualité fait au Québec, ne trouvaient pas. J'ai l'impression que tout ce qui était fait au Québec avait peut-être un style un peu dépassé. OK. On est arrivé avec un design... Je veux dire, on n'a pas réinventé la roue, là. On a juste proposé un design au goût du jour. Ouais. Épuré, clean. Tu sais, un sofa, on appelle ça un sofa d'adulte quand on en parle, parce que c'est vraiment un sofa sur lequel tu vas t'asseoir, puis tu n'es pas évaché. Là. Tu t'assois là, puis tu es capable de parler versus, tu sais, des fois, tu vas magasiner des sofas, tu es assis à un pied à terre, la profondeur du siège, tu es obligé d'avoir les jambes étalées, puis tu es obligé d'être couché pour parler. Tu sais, des fois, quand justement, tu as un bon souper entre amis, puis tu te dis, on passe au salon, ben là, tu as envie d'être assis, là, pas toute la gang couchée sur le sofa. C'est un peu... Fait que c'est pas ce type de sofa-là. C'est vraiment un sofa d'adulte. Il se porte vraiment super bien. Tu sais, tout le monde qui l'essaye à la boutique, et les gens sont c'est quoi le mot? Ils sont unanimes sur le confort, sont bien soutenus, sont bien assis, c'est confortable, c'est assez ferme, assez mou. Il y a vraiment des belles qualités, des belles caractéristiques qui font en sorte que les gens ils sont prêts à l'acheter. Les couleurs sont belles, le style est beau. Tu sais, c'est un sofa qui est à la mode,
mais qui va pas nécessairement se démoder. Là. Encore une fois, c'est un peu comme la table classique. Là. C'est un sofa bien classique. Là. C'est ça, c'est comme il est magnifique, puis il est aussi disponible dans plein de couleurs. Ouais. Dans combien de couleurs? 7 couleurs. 7 couleurs. Ouais. On a choisi comme une belle petite palette de gris, 3 gris différents, un gris beige, un gris, un gris café, un gris brun, on l'appelle café. Puis sinon, ben des couleurs plus punchy, genre le vert, le rouille, le marine. Puis, ouais. Puis c'est tellement cool. C'est le fun parce qu'il est autant comme un statement, si tu veux, dépendamment de la couleur, mais aussi, comme tu dis, une pièce comme classique qui va jamais se démoder vraiment. Là. Ouais. C'est vraiment juste comme tout le monde a un salon. C'est comme ben tu dis, d'aller prendre un verre avec des amis après un souper ou de exact. prendre ton café le matin. C'est vraiment comme... Il est confortable, il est beau, puis c'est comme il répond un peu à tous ces besoins-là, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il est disponible dans 3 grandeurs différentes. Fait que dépendamment de la configuration de ton salon, tu sais, tu choisis ta grandeur de sofa, tu choisis ta couleur, tu choisis aussi la couleur de ta base. Fait que tu sais, dépendamment de tes planchers, tu peux aller comme créer un punch ou créer un effet monochrome, ton sur ton. Tu peux ajouter un fauteuil une place, des repose-pieds. Fait que tu peux vraiment comme... Tu peux choisir un fauteuil une place d'une autre couleur que ton fauteuil. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment... les possibilités créatives sont là, puis c'est le fun. C'est une belle offre de produits, je pense qu'on a. Vraiment. Les gens, ça fit avec ce que les gens cherchaient, ce que je ne savais pas. Fait qu'on a été vraiment agréablement surprises. Ouais, fait que ça a été vraiment comme une belle surprise de voir que les gens ont eu vraiment beaucoup d'intérêt pour le sofa, dans le fond, finalement. Ben oui, puis honnêtement, on vend presque autant de sofas que de tables maintenant. Wow. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Tantôt, quand tu disais, il faut se lancer des fois. Il faut le faire. Qui ne sait rien n'a rien. Puis, tu sais, c'est ça. On a commencé avec un modèle, puis là, Philippe est déjà en train de commencer à penser au design des prochains sofas. Peut-être un sectionnel, peut-être... Un sectionnel, c'est cool. Mais même avec le repose-pied, c'est le fun aussi. Tu peux le faire d'une façon qui est très comme conviviale, très confortable dans un salon, autant pour écouter la télé que pour sans être vaché, comme on disait tantôt, d'être couché comme dans un lit, mais t'es confortable. Puis aussi, c'est de la qualité, puis il est super beau. Oui. Tantôt, tu me disais que l'étagère, c'était comme ton coup de cœur du moment, si tu veux, ou ton nouveau bébé. Qu'est-ce qui vous a poussé un peu à aller vers ce produit-là? Est-ce que c'était comme un manque? Est-ce que, tu sais, parce que il est aussi très modelable, tu peux aussi. Fait que est-ce que c'était ça que tu cherchais plus que tu trouvais pas? Qu'est-ce qui vous a... Bien, je pense que en parlant avec des clients, on s'est comme rendu compte que les gens, tu sais, des fois, ils ont un espace vide dans la maison, mais là, ils veulent pas mettre comme un buffet, c'est trop gros, c'est-tu un vaisselier? Tu sais, c'est comme des gros meubles. Ils veulent pas nécessairement ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent juste créer tu sais, en faisant, mettons, un étagère à palier, un petit coin café, tu sais, un petit coin déco, quelque chose d'un petit peu plus décoratif, moins meuble utilitaire pour meubler un espace, que ce soit en hauteur, en largeur. Fait qu'on a vraiment créé ce produit-là qui est 100% modulable. Tu peux l'avoir à 2 étages, à 6 étages, tu peux l'avoir double, tu peux l'avoir simple, tu peux l'avoir à palier, fait qu'un côté plus haut, un côté plus bas, dans différentes essences de bois, en érable, en chêne, en noyer. Fait que c'est vraiment... Dans le fond, c'est un accessoire qui vient agrémenter une pièce, puis de par ses multiples possibilités de configuration, ben ce meuble-là, il est vraiment le fun. Pour les clients. Vous l'avez dans quelle pièce à la maison? Ah, on n'a plus de place. Plus de place? On a vraiment une toute petite maison. Non, on a plus, il va falloir la nouvelle maison qu'on parlait tantôt avec exactement. Plusieurs pièces. Voilà. Mais t'as la boutique. Exact. Tantôt, on parlait de nouveaux produits. Est-ce que, par exemple, si on va vers comme partout dans la maison, des nouveaux meubles, tout ça, est-ce que tu t'attends à ce que... Là, on parlait du succès du sofa, que les gens ont vraiment bien reçu. Finalement, ça répondait à un besoin essentiellement. Ouais. Comment tu t'attends à la réponse un peu des gens face à vos nouveaux produits? Est-ce que tu penses que là, maintenant, les gens vont plus voir comme Woodstock et compagnie comme une entreprise qui va vraiment comme aller meubler toute la maison? Est-ce que tranquillement, on s'en va vers là? Comment tu vois ça? Je pense que oui. T'sais, on a de plus en plus de clients qui viennent chez nous pour meubler et le salon et la salle à manger. C'est sûr que pendant les 6 dernières années, on était vraiment reconnus pour les meubles de salle à manger, mais tranquillement, pas vite, pas les meubles, les gens commencent à voir et à comprendre un peu la direction où est-ce qu'on s'en va. Fait que je pense que c'est une réputation à se faire aussi progressivement.
Mais vu la réponse des gens pour le sofa, j'ai pas de misère à croire que la réponse va être là pour tous les prochains meubles qu'on veut sortir. Mais en même temps, j'essaie de pas me faire d'attente non plus. Là. Ouais. Mais ça risque d'être bien reçu comme... J'espère. Ouais. Puis c'est le fun aussi que les gens puissent, de plus en plus, là, avec la boutique, ils peuvent venir vous voir, vous rencontrer. Fait que justement, même en parlant avec vous, de découvrir aussi que c'est un projet puis que ça s'en vient, ils vont pouvoir tranquillement plus reconnaître l'entreprise comme pour faire comme des meubles un peu partout pour la maison. Puis exact. Ils vont plus penser à la boutique Granny quand ils vont venir pour, par exemple, si c'est pas pour leur table, mais ça va être là pour leur divan, ou ça va être pour une étagère, ou ça va être pour autre chose qui Ben oui, bien, c'est ça. mais... Tu sais, les gens, quand ils viennent à la boutique, tu sais, ils nous le demandent souvent aussi. Bon, fait que là, OK, le sofa, là, qu'est-ce qui s'en vient d'autre, là? Fait que là, on leur donne des petits indices un peu, puis ils sont comme, ah, tu peux-tu me mettre sur une liste d'attente, là? Je peux-tu être comme la première à être au courant, tu sais? C'est comme on dit ça, mais on dit rien, là, exact. Ça s'en vient. C'est ça. Mais c'est fun de savoir que les gens attendent ça avec impatience, puis qu'ils vont toujours être ouverts un peu à des nouveaux produits. Nos clients, notre communauté sont quand même vraiment très cool, là. Puis, tu sais, même nos clients qui nous ont achetés dans le passé, quand ils voient qu'on fait des lancements de produits, sont comme fiers. C'est comme si, tu sais, les clients qui étaient là depuis le début, tu sais, c'est drôle, on en a cette semaine qui sont passés, ils nous avaient acheté des tables de salon, puis ils sont revenus, ils nous ont acheté, ça fait 6 ans, là, dans nos tout débuts, là. Puis ils sont revenus, puis là, ils ont acheté finalement une table de salle à manger avec des chaises, puis là, ils ont vu l'étagère, puis là, ils étaient super impressionnés. Il nous dit à quel point il était fier de voir le chemin parcouru. Puis, tu sais, les gens nous encouragent. C'est vraiment le fun. Les gens qui nous suivent depuis le début, c'est comme on est fiers de... Je sais pas, là, tu sais, les startups québécoises, on est comme... On fait souvent la fierté des gens. Tu sais, c'est comme quand tu as un petit joueur de hockey là, qui perce dans la Ligue nationale. Là, on est tellement fiers de ce petit gars-là. Puis tout le Québec le supporte. C'est un peu ça. Là, on est fiers de nos petits jeunes. Ouais. C'est le fun. Ça veut dire que c'est ça. C'est pour des gens qui vous ont encouragé, par exemple, dans vos premiers clients qui vous voient aujourd'hui. C'est comme... Pour eux, c'est une fierté, mais pour vous aussi, c'est le fun de savoir que les gens vous suivent encore, puis de construire aussi une communauté, d'avoir des gens qui vous suivent, puis qui vous encouragent. Même si c'est vraiment beau à voir. T'as-tu comme par exemple, dans des anciens clients ou plus récents, t'as-tu comme une histoire en particulier qui est comme plus marquante? Bien, une histoire que j'ai vécue récemment qui m'a vraiment touchée, c'est des clients qui sont venus à la boutique, puis ils m'ont dit hey, on veut changer notre table, fait qu'on regarde pour une table plus grande avec des chaises. On avait déjà une de vos tables, mais là, on se fait construire. Tu sais, ça fait 5 ans qu'on a notre table, on l'adore, elle est impeccable, elle est parfaite. Mais là, c'est ça. On se construit dans le plus grand, puis on veut changer notre table. Mais pour nous, c'est sûr qu'on rachète une table chez Woodstock et compagnie. Puis pour moi, ça, c'est... Tu sais, quand les gens font une review sur Google, puis, tu sais, ils sont super excités, ils viennent recevoir leur table, c'est le fun. Mais quelqu'un qui revient chez nous pour changer sa table qui a acheté 5 ans auparavant, puis qui est toujours autant en amour avec sa table, c'est le plus beau des compliments. C'est sûr, c'est tellement flatteur c'est aussi. C'est comme le petit couple que je disais qui avait acheté des meubles de salon il y a 6 ans puis sont venus racheter une table. Quand les gens reviennent chez nous, c'est vraiment... c'est le plus beau témoignage de confiance. C'est la parfaite preuve. On le sait qu'on fait des meubles de qualité, mais quand le temps fait son œuvre puis revient vers nous, c'est le plus beau des compliments. C'est un peu ça, comme on disait au début, justement, de toujours comme un peu rester dans le moment présent, mais tu sais pas, tu sais, t'as des clients qui, ça fait des années, puis ils vont revenir peut-être l'année prochaine, ou comme dans quelques années, quand que tu vas avoir comme un autre produit, puis il y avait besoin de ça, justement, chez eux. Fait que c'est toujours le fun de les voir revenir, puis de voir qu'ils suivent quand même, même si ça fait comme 5 ans qu'ils ont acheté. C'est ça. Ils pensent à vous. Puis tu sais, même depuis qu'on a fait le lancement du sofa, ce que j'ai remarqué, c'est que pour le sofa, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent l'essayer en boutique, mais
il y a beaucoup de nos anciens clients, tu sais, mettons des clients qui habitent à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, qui ont acheté le sofa sans venir l'essayer parce qu'ils connaissent la promesse de qualité de nos meubles. Fait qu'ils n'ont même pas besoin de l'essayer, puis c'est comme s'ils savent déjà que le produit va être de qualité puis ça va être confortable. C'est ça, ils se posent pas de questions. Non, ils se posent pas de questions. Ils l'achètent en ligne. Ils l'ont aimé en ligne, voilà. Il arrive chez eux. Il est beau, je sais que ça va être confortable, puis je sais que ça va être de la qualité. Puis c'est vraiment la réputation qu'on veut se faire à travers les années. Qu'on travaille fort, quand on crée des nouveaux produits, de garder notre réputation. Mais oui, ça marche. Ça marche. Est-ce que des fois, les gens reviennent avec soit des commentaires ou est-ce que, par exemple, ils ont besoin d'une table plus grande ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez comme la discussion avec les gens qui influencent un peu votre processus de création par la suite? Je te dirais peut-être plus au niveau des looks. Okay. Tu sais, des fois, les gens nous contactent puis ils cherchent un style de table ou une certaine fonctionnalité. Par exemple, une table avec un pied central. Tu sais, à un moment donné, si on se fait beaucoup demander quelque chose, on va travailler pour le développer. C'est souvent... Au niveau des tailles, on essaie vraiment de standardiser parce que le but avec Woodstock et compagnie, en ce moment, on vend juste au Québec. Le but à moyen terme serait de sortir du Québec, de vendre à travers le Canada et aux États-Unis éventuellement. C'est sûr que si on commence à offrir plein de grandeurs, faire du sur-mesure, ben le vendre à travers l'Amérique du Nord devient plus possible. On peut juste vendre dans notre petit patelin. Fait que c'est la raison pour laquelle tous nos meubles sont personnalisables dans une certaine mesure. On va offrir souvent 3 grandeurs, 3 essences de bois pour tous nos meubles. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut garder pour être capable de sortir du Québec éventuellement. Tantôt, on parlait des valeurs. Comment est-ce que vous intégrez comme tout ce qui est comme la durabilité, on parlait de l'environnement, dans le processus de création pour les meubles? Il y a plusieurs réponses à ta question, en fait. Je pense qu'il y a le côté choix des matériaux. En travaillant le bois comme matière principale, le bois, c'est une matière organique, c'est une matière naturelle. Donc, à la base, il n'y a pas de... c'est pas des produits qui sont des dérivés du pétrole. C'est pas une industrie qui est extrêmement chimique et nocive pour l'environnement. Puis, c'est une matière qui est récupérable et qui dure des années et des années et des années. Une table en bois massif, en fait. On peut la sabler des dizaines et des dizaines de fois, refaire la finition. C'est bon pour la vie. Tu sais, c'est une table en bois massif, tu lègues ça à tes enfants, à tes petits-enfants. C'est vraiment le genre de table qu'on fait. Fait que, d'un point de vue durabilité, je dirais le choix de la matière première, c'est vraiment quelque chose qui est considérable. Il y a aussi les produits de finition qu'on va appliquer sur la table. C'est une finition qui est permanente, donc qui ne demande pas d'entretien à long terme. Par contre, si jamais il arrive quoi que ce soit, il y a des taches, des dégâts, des égratignures, des accidents, j'aime ça appeler des marques de vie, des traces de vie. Quand on a des jeunes enfants, ça fait un peu partie de la game. Dans 10 ans, on peut ressabler, revernir. Okay. C'est des produits qui se nettoient vraiment super bien. Donc, au niveau de l'entretien aussi, c'est pas trop fragile. C'est sûr qu'une table en bois, il faut quand même faire attention. C'est pas en béton, c'est pas en acier, c'est pas en verre, c'est du bois. Mais ça a comme caractéristique de pouvoir se retravailler. Sinon, c'est ça. On utilise, pour les produits de finition, on n'utilise que des produits à l'eau, donc pas des produits à l'huile. Donc, encore là, c'est mieux pour l'environnement. Sinon, au point de vue design aussi, j'aime dire qu'on fabrique, on dessine des pièces qui ont un caractère intemporel. Notre objectif, c'est que les gens gardent leur table des dizaines et des dizaines d'années. Donc, on ne va pas aller dans une tendance qui est trop exubérante. Les modes passent, puis on n'a pas envie que les gens aient envie de garder leur table seulement 2 ans, 5 ans, puis qu'ils aient envie de changer. On veut que les gens achètent pour garder. Donc, côté design aussi, côté intemporel,
Et puis, je dirais, pour un peu stamper notre engagement envers l'environnement, envers la durabilité, envers l'écologie, ben l'idée de replanter 10 arbres pour chaque meuble vendu, pour nous, même au moment de l'idéation de l'entreprise, quand on a décidé qu'on faisait des meubles en bois, on a dit « faut planter des arbres ». On fait des meubles en bois, on redonne. On prend, on redonne. On prend, on redonne. Puis tu sais, c'est parti aussi de nos valeurs en tant qu'être humain. Tu sais, pour nous, le côté environnemental, l'écologie, c'est super important. Ben dans l'entreprise aussi, ça l'était. Fait qu'on prend, on redonne. On vend un meuble, on plante 10 arbres. Puis comment ça fonctionne, ça? Est-ce que c'est avec un partenaire? Comment est-ce que ça fonctionne, la logistique de... On travaille avec... Ben en fait, on fait affaire avec un partenaire qui s'occupe de planter les arbres. Donc, à la fin de l'année, on fait le bilan de combien de meubles on a vendus, combien d'arbres on doit planter, puis ben, c'est eux qui s'occupent de replanter les arbres annuellement. C'est super. C'est tellement beau comme... c'est aussi comme vous êtes comme vraiment comme dédié aussi à ce que tu t'empruntes le bois à la nature, mais aussi on fait comme aussi recycler toute la vie fonctionne sur un mode d'échange. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. C'est la base de la vie. Fait que pourquoi pas l'appliquer en affaires? C'est vraiment beau. Puis au niveau de ce qui est plus comme le sofa, les tissus, comment est-ce que vous avez comme une façon de réduire un peu l'empreinte avec vos partenaires? Est-ce qu'il y a une façon également de ce côté-là ou c'est juste plus avec le bois que c'est faisable? Non, je pense qu'il y a quand même un côté écologique à, tu sais, même si c'est tissu, c'est des matières, tu sais, c'est des matières plus chimiques, malheureusement. Mais, tu sais, au niveau des composantes du sofa, ben, tout le bois qui est utilisé, c'est du bois qui vient de l'Amérique du Nord. C'est du bois qui provient de forêts qui sont bien gérées. L'acier dans les ressorts, je pense qu'il y a un certain pourcentage qui est de l'acier recyclé. C'est de l'acier qui vient de l'Amérique du Nord aussi. Les tissus qu'on a choisis, c'est tous des tissus premium, donc qui vont pas s'user trop rapidement. Les garanties aussi que notre fabricant offre, c'est garantie à vie sur la structure, garantie 3 ans sur les mousses, garantie 1 an sur le tissu. Donc, il y a vraiment des belles garanties qui vont faire en sorte que le produit que le client achète, ben encore là, va tenir la promesse de durabilité qu'on fait avec les meubles. Puis pour nous, c'était vraiment important quand on a décidé de lancer Sofa de continuer la promesse qu'on faisait avec les tables en bois, puis de garder la réputation qu'on a. Fait qu'autant dans le choix du fabricant pour le sofa, ben c'était le même principe. Faut être capable de continuer à faire les choses aussi bien qu'on les faisait. Puis c'est un peu comme tu disais tantôt, mais dans le fond aussi, ce qui poursuit un peu cette promesse-là de durabilité, mais c'est que les gens aussi ils achètent la qualité, mais c'est vraiment comme un investissement comme pour la vie, comme tu disais. Exact. Fait que c'est aussi t'as le côté durable, puis le côté de la fabrication locale aussi. Ça, côté écologique, on va pas se le cacher, ça a un impact énorme sur l'environnement que de fabriquer au Québec. Oui, c'est tellement vrai. Mais aussi, c'est que quand tu as une table pour la vie, mais tu vas pas la changer à tous les 2 ans, comme tu disais. Puis aussi, c'est tu choisis un modèle, tu tombes en amour avec la table, mais ça va être quelque chose qui va être central dans ta maison, que tu vas garder pendant des années. Puis ça permet aux gens aussi de réduire leur empreinte. Exact. C'est vraiment ça l'idée. Cool. Est-ce que vous avez des projets, avez-vous des projets pour les prochaines années? Qu'est-ce qui vous fait comme rêver gros? Qu'est-ce qui vous motive là, à avancer? Comme tantôt, tu disais des fois, on regarde toujours en avant puis on oublie de... Mais qu'est-ce que vous regardez vers l'avant? Ben là, on part un podcast. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais blague à part, ben ça, c'est un projet vraiment cool que j'ai vraiment hâte. Parce que ça fait longtemps que Phil puis moi, on veut s'exprimer sur différents sujets. On a envie, en fait, s'exprimer, mais échanger avec des gens sur différents sujets, partager ces discussions-là avec des gens. Tu sais, on a beaucoup de choses à dire. On aime ça parler. Fait que c'est ça, ce projet-là d'apporter... des expériences, des connaissances de diverses personnes à notre audience, du contenu qui tu sais, que tu le prends, puis t'as envie t'as envie d'écouter, puis t'es comme, tu repars, tu finis d'écouter ton épisode de podcast, puis t'as comme une liste de 3 trucs pour te la faire, ou comme, t'as plein de nouvelles connaissances, fait que
Ça, je suis vraiment excitée, Cool. mais ça, c'est dans le très court terme. Ouais. Mais sinon, je l'ai effleuré un petit peu tantôt, mais à moyen terme, on veut sortir du Québec, vendre à travers le Canada. Ça, pour nous, c'est quand même assez gros. Ça nécessite, tu sais, en ce moment, c'est nous qui effectuons nos livraisons 100% à l'interne. C'est nos livreurs, nos meubles sont emballés dans des couvertures de déménagement. Tu sais, c'est fait un petit peu homemade. Ouais. Mais là, tu sais, vendre nos meubles à travers le Canada, ça implique que nos meubles soient dans des boîtes. Fait que là, tu sais, il faut que chaque meuble de chaque grandeur ait sa propre boîte. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est beaucoup plus de logistique. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de gros sur lequel on travaille pour, je dirais, la prochaine année. C'est un projet que vous aimeriez voir dans les prochaines années, de pouvoir aller ailleurs. Oui, exact. Tu sais, de vendre au Canada anglais, c'est un autre, tu sais, d'un point de vue marketing, c'est différent aussi. Fait que, tu sais, de tout faire, l'étude de marché, tout ça, c'est vraiment... c'est nouveau, c'est excitant. Ouais. Penses-tu que c'est très gros, mais c'est très excitant, c'est tellement le fun. Penses-tu que le défi un peu d'aller chercher comme un nouveau marché, est-ce que c'est comme autant comme dans l'éducation des gens, justement comme là en faisant un projet comme ça, de parler un peu de tes produits, mais aussi de d'où ils viennent, pourquoi c'est important de consommer des produits qui viennent d'ici, est-ce que c'est comme plus à ce niveau-là que c'est comme la première étape, si tu veux, quand tu vas aller pour un nouveau marché? Bien, c'est sûr que, tu sais, quand tu vas dans un nouveau marché, tu pars de zéro. Il faut que les gens apprennent à te connaître. Tu sais, il y a quelque chose de plus facile à vendre au Québec quand tu es une entreprise qui fabrique au Québec. Tu sais, les gens sont attachés à leur petit Québec, là. Tu sais, comme on le disait tantôt, ils veulent nous encourager, ils sont fiers de leurs petits jeunes, là. Fait que là, tu arrives dans le Canada, puis faut que tu te démarques. T'es one in a million, là. Faut que tu te démarques, faut que tu refasses ton speech, puis de dire que c'est fait au Québec, les gens en Colombie-Britannique n'ont pas nécessairement le même attachement au fait au Québec versus, tu sais, fait au Canada. Il y a plein de facteurs, tu sais, ce que les gens au Canada anglais achètent, c'est pas nécessairement ce que les gens au Québec achètent. Fait que ton speech est différent. Faut que tu revoies un petit peu, tu sais, faut que tu revoies ta marque. Faut que tu, sans nécessairement revoir les valeurs, revoir la façon que tu communiques ton message à ta nouvelle audience. Ça va être un gros travail. Oui, c'est un gros défi. Mais j'ai hâte. La fille de marketing, elle a hâte. Oui, c'est ça. C'est un beau projet, puis c'est tellement le fun aussi d'aller faire découvrir ça à des gens ailleurs, puis aussi d'aller comme... C'est ça, juste... C'est la fierté d'aller comme présenter votre projet à d'autres gens qui sont une audience qui est un peu moins réchauffée, là, tandis qu'ici, ben il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, qui vous reconnaissent, qui ont entendu parler de vous au travers les années, qui vous ont vu au Dragon. C'est ça. Faudrait faire genre les dragons en anglais. Oui, c'est ça. Yeah, right. T'aimerais ça? Non. Comme déjà, faire le pitch en français, c'est quelque chose. Refaire le même pitch en anglais, ouf, non, tu m'oublies. C'est pas un projet. Tu m'oublies, je le fais pas. Je l'ai dit, tout le monde est témoin, je ne fais pas les dragons d'anglais. On va y aller d'une autre façon. Mais sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Je me rappelle pas. Mais on parlait justement d'un beau projet qui est le podcast, d'aller recevoir des gens. Qu'est-ce qui t'emballe le plus à ce nouveau projet-là? C'est sûr qu'on va... Ben, ça va être rassembleur, justement. C'est l'essence de la marque. On va se rassembler autour de la table. On va parler de comment recevoir les gens avec plein de... des gens qui viennent de plein de sphères. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es le plus comme emballé pour ce projet? Ben, j'ai vraiment hâte. J'ai comme un peu, tu sais, soif de... Je le disais tantôt, tu sais, Phil et moi, on adore recevoir. Tu sais, on a déjà reçu, je pense que c'est en 2019, on a reçu les amis, comme 10 couples d'amis à Phil durant le temps des fêtes, le 31 décembre. On était 24 dans notre petite maison. On avait plusieurs tables à notre disposition, naturellement. On avait 2 tables. On a fait faire... On est allé chez Bouclair faire une nappe parce qu'on voulait que la nappe soit fasse 25 pieds de long. La nappe, je la plie, là, puis elle est épaisse de même, là, puis c'est lourd, là. Tu sais, c'est un drôle, là, le tissu, il était épais, là, tu sais, on voulait un beau tissu, c'était comme, honnêtement, c'était un gros projet, mais tu sais, c'est genre de détails qu'on pense, tu sais, avant de recevoir, tu sais, on veut
on veut avoir les mêmes assiettes pour tout le monde, tu sais, de la belle petite déco de saison. C'est pas juste ça, tu sais, quand on pense notre menu, tu sais, comme à travers les saisons, tu sais, l'été, on va recevoir plus avec tel type de plat, l'hiver avec tel type de plat. La musique, tu sais, Phil est exceptionnel pour créer des ambiances, là, tu sais, mais visuellement, côté design, il est vraiment bon, mais avec la musique aussi, tu sais, c'est quelque chose quand les gens rentrent chez nous, je dirais que 4 personnes sur 5 vont dire la même chose. On est donc bien chez vous. C'est qu'il y a comme quelque chose de... Je sais pas quoi, mais on a envie de rester chez vous comme des heures et des heures. C'est chaleureux, j'allais dire ça sent bon. Je sais pas si ça sent bon, là, mais tu sais, c'est beau, la musique est bonne, la bouffe est bonne, t'as des bons hôtes, tu sais, c'est con, c'est des petits détails, mais comme souvent, Phil dit tout le temps ça, le diable est dans les détails, ben c'est tous les petits détails qui font la différence au final. Tes assiettes sont toutes les mêmes, tu sais, c'est des petites choses. Fait que bref, on parle de l'art de recevoir, mais c'est ça, je suis comme un peu passionnée de ça, fait que j'ai hâte d'échanger, d'en savoir davantage, de découvrir des trucs et astuces, de partager des moments conviviaux autour de la table ici avec des gens, puis de faire découvrir ça à tous ceux qui nous écoutent aussi. Là. C'est aussi ça, c'est d'aller découvrir aussi. Comme tu dis, il y a des choses que toi, présentement, que tu fais, que tu reconnais que c'est comme ta routine un peu pour recevoir les gens, pour les mettre à l'aise, pour que ce soit chaleureux. Mais ça va être aussi d'aller apprendre de d'autres univers un peu comment c'est vu de recevoir, puis aussi d'être reçu. Puis, mais mettons, à Stati, présentement, c'est quoi comme c'est quoi que tu regardes le plus quand tu reçois des gens? Est-ce que ça va être plus comme ta déco? Est-ce que ça va être plus ta nourriture, ton vin? T'as-tu comme des petites priorités que c'est comme ton petit dada de... faut que ça soit pour ma part, c'est vraiment la nourriture. Ouais. Tu sais, j'aime ça, recevoir les gens avec, tu sais, comme une chronologie de plats. Tu sais, c'est bien pensé, puis c'est comme, c'est de saison. Je suis zéro une chef. Mais tu sais, j'aime planifier ça à l'avance. Tu sais, faire mon épicerie, aller chercher mes petits trucs au marché, tu sais, investir dans la qualité des ingrédients. Tu sais, ces petites affaires-là, je suis vraiment plus au niveau de la nourriture. Puis mes fils, quant à lui, il va être plus au niveau de l'ambiance. OK, faites une belle équipe. Oui, exact. Tu sais, il va choisir la musique, tu sais, il va prévoir une playlist, comme, tu sais, pour que ce soit un tout cohérent et agréable. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que ça a été comme transmis, d'aimer recevoir de ta famille, ou c'est plus comme quelque chose qui est propre à toi, que tu as appris à aimer ou que tu as appris à... Bien, je pense qu'il y a quand même un certain héritage que j'ai eu. Tu sais, je me rappelle, tu sais, ma mère, elle a encore, tu sais, son coffret avec sa vaisselle de réception. D'après moi, elle a 15 nappes différentes, de couleurs différentes. Tu sais, elle va toujours mettre ses petites chandelles sur la table, elle va tamiser les lumières. Là, mon père va dire « on voit rien! » C'est l'ambiance! Exact. Fait que, tu sais, elle est full d'ambiance. Elle va mettre sa petite musique, elle va prendre la peine de cuisiner. Fait que je pense que ma mère m'a quand même transmis cet héritage-là. Puis je pense que je l'ai remis à ma sauce à travers les années, tu sais, dans ma première maison avec mon premier vrai chum. Puis, tu sais, c'est comme, c'était mon temps de refaire mes traditions. De l'approprier, puis vraiment créer ton chez-toi, comment tu veux recevoir les gens. T'es-tu plus, t'aimes-tu mieux recevoir qu'être reçu? 100%. Je parais. Pour vrai, là... T'as le contrôle. Je reçois 10 fois pour être reçu une fois. Aucun problème. Puis, je veux même pas, même pas obligée d'amener le vin, là. Amène rien. Je veux faire mes accords, mes vins, je veux tout faire. La seule affaire que j'aime pas, c'est qu'on n'a pas de lave-vaisselle. Fait que c'est la vaisselle. OK, après. Ça prend plus de temps, mais... Mettons, je reçois pas 12 personnes à la fois, là. Ou quand je le fais, j'ai une équipe de vaisselle. Je t'invite, amène pas de vin. Mais tu fais la vaisselle. Exact, c'est ça. C'est un bon deal. Fait qu'on va toucher, c'est sûr, on va parler de comment recevoir. On va recevoir plein d'invités différents. On va aussi parler d'un mode de vie plus responsable, écologique.
Ça t'emballe aussi ce côté-là, ça te rejoint, c'est sûr, c'est dans les Ben oui, valeurs. puis tu sais, ça conserve un peu le caractère authentique. Tu sais, ce podcast-là, ça va suivre le côté convivial, Ouais. mais aussi, tu sais, on disait art de recevoir et art de vivre. Ouais. Puis, tu sais, l'art de vivre, c'est un peu de prendre le temps, de faire des choix conscients, puis, tu sais, de créer notre vie à travers les choix qu'on fait de façon responsable. Fait que je pense que ça l'a, tu sais, d'échanger puis de s'asseoir autour de la table avec des gens qui ont quelque chose à dire à Ouais. ce sujet-là, ça m'emballe tout autant. Mais je pense que ça va être vraiment super intéressant de recevoir plein de gens autour de la table avec nous, puis de pouvoir Vraiment. échanger. Mais merci d'avoir mis la table aujourd'hui, puis d'avoir partagé votre histoire. C'est super intéressant, puis je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent. Ben merci à toi d'avoir échangé si fluidement avec toi. C'était vraiment le fun. Puis j'ai vraiment hâte aussi qu'on parte cette aventure-là à deux puis qu'on reçoive plein de personnes. Un gros merci aussi à Drew qui organise tout le podcast et qui arrive avec tout le matériel et qui nous fait vivre cette expérience-là. C'est vraiment, vraiment apprécié. Alors, merci de votre écoute aujourd'hui. On vous invite aussi à aller nous suivre sur les réseaux sociaux si vous avez envie de voir le contenu qu'on va vous livrer dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.